Bonjour, je m'appelle Andrea Moreau, je suis physiothérapeute au programme Lésions médulaires à l'Institut de réadaptation Gingras l'Unité de Montréal. Merci d'être avec nous en grand nombre. On reconnaît que vous aviez une après-midi de conférence, alors merci de rester à 4 heures à cette heure tardive. Je pense qu'on est vraiment tous contents, mes collègues et partenaires qui sont avec moi aujourd'hui sont très contents de vous présenter un petit peu l'Activity-Based Therapy, une approche vraiment en pleine émergence au Canada. Et on remercie Mimo Québec de nous avoir accueillis dans cette belle programmation des JQLM. C'est vraiment un sujet depuis quelques années que nous, à l'IRGLM, on réfléchit, on se penche, on essaie de trouver notre propre voie au sein de cette approche novatrice. Mais très rapidement, nous sommes venus à reconnaître l'importance vraiment importante du soutien communautaire qui est requis pour faciliter l'implantation puis le développement de cette approche. Au cours de la prochaine heure, nous vous présenterons les fondements théoriques sur l'activity-based therapy et il sera suivi d'une table ronde. Dans cette table ronde, on espère avoir un moment d'échange avec vous pour ouvrir et permettre d'approfondir ensemble cette réflexion collective sur le sujet. Sans plus tarder, je vais vous présenter Dr Jean-François Lemay. Il est physiothérapeute clinicien au programme Lésions médulaires à l'IRGLM depuis plus de 30 ans et professeur clinique à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Merci Jean-François. Merci Andrea. Bon après-midi tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous là, pour faire cette introduction à l'activité Based Therapy qui tout simplement là, un terme un peu générique pour parler de toutes les interventions là, visant à maximiser l'autonomie suite à une lésion à la moelle épinière. Donc, présentation très courte, je vais tenter de répondre à deux questions. La première, de quoi il s'agit, l'activité Based Therapy, et deuxièmement, pourquoi on devrait s'en préoccuper. Petite perspective de la réadaptation, si on prend un pas en arrière, on se rend compte en fait que deux grands types d'interventions qu'on va faire en réadaptation pour essayer d'améliorer là, les fonctions suite à une atteinte du système nerveux central, à une lésion médulaire. Premier type d'intervention, c'est tout ce qui est compensation. Alors, où on va compenser pour les fonctions là, qui sont atteintes à l'aide, par exemple, d'aide technique ou en utilisant les parties saines. Par exemple, là, l'utilisation d'un fauteuil roulant avec les membres supérieurs là, qui va compenser pour une perte de fonction au niveau des membres inférieurs. Au départ, ce type d'intervention-là, il y a très, très, très longtemps, évidemment, c'était un peu basé sur le fait que, bon, on n'attendait pas nécessairement de récupération. Et puis, à ce moment-là, ben, il fallait simplement compenser pour les fonctions qui étaient perdues. Heureusement, on sait que ben, il y a moyen de travailler sur ce qui est affecté en bas du niveau de lésion. Depuis plusieurs années, là, il y a toutes sortes d'approches qui ont été développées, des approches bon, destinées aux personnes qui ont des AVC, mais aussi à d'autres pathologies neurologiques et qui se sont montrées efficaces là, pour améliorer la fonction située sous le niveau de lésion. Vous voyez là aussi tout en bas, tout ce qui est tapis roulant, suspension robotique là, avec les exosquelettes là, qui vont aider à la récupération. Et ça, c'est basé sur l'idée que le système nerveux, c'est pas un système qui est fixe, c'est un système qui est malléable, qui peut changer, qui peut s'adapter dans le temps selon là, les contraintes, selon ce qu'on va lui faire faire. Alors, si on parle bon, premièrement, la thérapie par le mouvement contraint, c'est une thérapie là, qu'on va utiliser chez les personnes qui ont des AVC où, avec l'accord de la personne, on va stabiliser le membre supérieur qui est non atteint. Question que la personne utilise plus fréquemment, plus régulièrement, le membre supérieur qui est atteint afin là, d'augmenter, d'améliorer la récupération de ce membre supérieur-là. Tapis roulant, également, suspension, robotique. Toutes ces thérapies-là ont quand même des éléments en commun, notamment l'utilisation de tâches fonctionnelles. On peut penser à la marche là, pour le tapis roulant, la suspension. Et puis également un haut nombre de répétitions. Et on sait là, qu'il est possible d'améliorer là, la motricité, notamment sous le niveau de lésion. Il y a plusieurs études qui ont été faites, là, tant chez l'animal que chez l'être humain, qui montrent que c'est possible là, de faire des améliorations, d'avoir des améliorations de la motricité en bas du niveau de lésion. Si bien qu'en 2019, il y a un sommet là, qui s'est organisé au Canada pour essayer de faire avancer la recherche et les traitements auprès des personnes qui sont atteintes d'une lésion médulaire, qui a regroupé là, plusieurs acteurs. Et on a identifié la TBA, la thérapie basée sur l'activité, comme étant une des activités intéressantes pour cette clientèle-là, étant donné là, toutes les recherches qui ont été faites auprès des personnes
qui ont des AVC et qui ont montré que ce type d'intervention-là était efficace. Alors, c'est quoi la TBA? C'est quoi la thérapie basée sur l'activité? Là, dans la présentation, des fois, on va utiliser Activity-Based Therapy, TBA, ABT. Bon, on veut dire, c'est toute la même chose. Mais ce sont des activités thérapeutiques où il va y avoir une répétition, une activité musculaire là, répétée sous le niveau de lésion qui va être faite à l'intérieur d'une tâche fonctionnelle. Donc, ce sera des activités qui vont être intensives sous le niveau de lésion dans des tâches fonctionnelles. On peut mettre cette définition-là en parallèle avec l'exercice. L'exercice, c'est aussi des activités, des mouvements qui sont répétés, mais habituellement, derrière l'exercice, le but, là, c'est d'améliorer la forme physique. Donc, si par exemple, je mets un poids à ma cheville et j'étends mon genou et je fais des répétitions de ça, ben, je serai plus dans une mentalité d'exercice. Si je fais de la marche de façon répétée pour essayer d'améliorer la fonction, je serai plus dans une mentalité de thérapie basée sur l'activité. Et l'objectif derrière la TBA, c'est d'activer la neuroplasticité qu'on peut définir comme étant là, la capacité du cerveau, du système nerveux à se modifier, à s'adapter là, après une blessure, là, suite notamment à des exercices, à des mouvements qui vont être répétés. Habituellement, lorsqu'il est question de TBA, il y a trois éléments qui sont très, très caractéristiques. Le premier, on l'a mentionné, une haute intensité et beaucoup de fréquences, en fait, une fréquence élevée là, des séances de traitement. Vous voyez à droite là, différents paramètres qui sont utilisés dans la littérature là, pour l'entraînement, 1,5 heures d'entraînement à chaque jour pour plus de 60 séances ou encore là, plus de 3 fois par semaine là, pour 90 minutes d'exercice. Et ça, ben, c'est basé sur des éléments qui ont été notés là, dans les recherches scientifiques. C'est une recherche qui a été conduite à Toronto, mais qui montre que pendant la réadaptation, en gros, là, les exercices pourraient être sous-optimales, ne sont pas faits de façon assez fréquente, là, notamment au niveau de la marche. On notait là, que les personnes qui sont en réadaptation, les ondes médulaires, vont marcher à peu près 115 pas là, durant une séance de traitement à la fin de leur réadaptation. Donc, 115 pas, c'est quand même pas beaucoup. Et on note également là, que 80-90 du temps, le niveau d'effort là, est vraiment insuffisant pour améliorer là, les fonctions cardiovasculaires. Donc, haute intensité, haute fréquence, très important. On va faire un entraînement qui est répétitif, qui est centré sur une tâche. La tâche, ça pourrait être la posture debout, ça pourrait être la marche, ça pourrait être autre chose également. Et finalement, mais souvent associé à ça, il y aura des stimulations sensorielles, l'utilisation de technologies également, puis d'un effort mental soutenu. Donc, quand il est question de technologie, très souvent, là, quand on parle de TBA, on peut penser à exosquelette robotisé, stimulation électrique fonctionnelle, etc. Ceci dit, il est à noter là, qu'on peut aussi très bien faire de la TBA avec des équipements de base là, qui sont disponibles un peu partout, là, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, on n'est pas forcément, là, on n'a pas besoin d'acheter des équipements très, très dispendieux de haute technologie pour faire de la TBA. On peut très bien y arriver avec des exercices qu'on va faire, là, qu'on peut faire simplement avec des équipements qu'on trouve un peu partout. Donc, avec ces définitions-là, peut-être que vous vous dites, ouais, ça me dit quelque chose, c'est des exercices que j'ai déjà faits ou que j'ai déjà fait faire à des patients. Et puis, en effet, là, c'est un des messages là, qui est important de passer, c'est vous faites probablement ou vous avez déjà probablement reçu des interventions là, qui s'apparentent à la TBA. Très souvent, ce qui va rester à ajouter, là, si on veut, pour que ça corresponde davantage à la définition, c'est une intensité supérieure et puis, voilà, donc on arriverait là, dans la définition de la TBA. Plusieurs bénéfices qui sont reconnus, là, rapportés par les patients, par les personnes qui ont une lésion médulaire, mais aussi dans la littérature. Évidemment, une amélioration de la fonction en bas du niveau de lésion. On va aussi noter là, plusieurs complications qui vont être réduites, spasticité, plaie de pression, infection urinaire, et d'autres fonctions qui vont s'améliorer, une qualité de vie également là, qui pourrait s'améliorer étant donné les gains fonctionnels qui vont être faits. Et les personnes qui vivent avec une lésion médulaire vont souvent rapporter, bien sûr, des bienfaits physiques, le fait de devenir plus autonome, d'être plus fort, par exemple, et puis aussi des bienfaits psychologiques, hein, de mieux se sentir dans sa peau, et puis ça peut leur donner espoir également de s'améliorer dans leur fonction d'être plus autonome qu'auparavant.
Il y a quand même certaines limites à l'heure actuelle concernant la TBA par rapport aux connaissances. Un des éléments, si on ne sait pas à quel moment c'est le plus optimal pour faire la TBA, est-ce que c'est plus tôt après la lésion médulaire? Est-ce que c'est aussi efficace un petit peu plus tard? C'est quoi les paramètres optimaux? Le nombre de répétitions, le temps, bon, le nombre de séances par semaine. Tout ça, c'est encore relativement inconnu. Mais l'une des barrières, l'une des limites actuelles, c'est vraiment tout ce qui concerne l'accessibilité et la participation. Le coût des sessions, la disponibilité des équipements également. Beaucoup de gens qui ignorent aussi ce type d'intervention-là, qui ignorent son importance, d'où donc la session de cet après-midi. Et il reste encore aussi parfois chez certaines personnes une espèce de perception un peu négative, là, comme quoi ça encouragerait des faux espoirs, alors que ce que, bon, les personnes rapportent, en fait, c'est pas tout le monde, mais il y a quand même plusieurs personnes qui vont rapporter, là, au contraire, là, que ça leur amène un certain bien-être d'un point de vue psychologique. Euh, il y a une communauté pratique canadienne à l'heure actuelle sur la TBA, une communauté donc qui s'intéresse à plusieurs éléments, là, mais qui a été mis en place pour mieux comprendre là, comment la TBA est utilisée partout au Canada, pour encourager aussi les échanges entre les différentes personnes là, qui sont impliquées dans la TBA, dont les différents milieux cliniques. De suivre la participation dans le temps, de partager aussi les bons coups, hein, les bonnes pratiques là, qui sont faites par les différents intervenants et trouver là, les meilleurs moments là, et les meilleurs paramètres pour faire ce type de thérapie-là. Et je vous laisse avec une dernière diapositive avec des ressources qui sont en ligne que vous pourrez retrouver là, sur le site de Praxis. Il y a notamment un podcast, Spinal Moves. Donc, si vous aimez écouter les podcasts, ce podcast-là est vraiment basé là, uniquement sur la TBA. Et puis, voilà, donc, d'autres ressources là, que vous pouvez consulter en ligne sur ce type de thérapie. Donc, ça complète ma présentation. Je vais laisser la parole, je crois, à Andrea. Une petite intervention. Merci beaucoup, Dr. Lemay. Donc, j'en déduis que la présentation, vous allez nous la partager à la fin s'il y a des liens qui s'adressent Oui, à absolument. tous. Ça Super, vous sera OK, partagé là, que je parfait. pourrais vous faire suivre ça. Donc, bonjour, c'est moi qui va prendre la suite de la discussion. Donc, je me présente, je m'appelle Audrey Mélençon, je suis physiothérapeute à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de jouer le rôle de modératrice. Donc, on a vraiment, il va y avoir une table ronde, donc une discussion entre différents partenaires. On veut vraiment avoir une espèce d'échange vivant de différents partenaires, de différentes visions, de différents horizons. Donc, je vous les présente à l'instant. Ils apparaissent devant votre écran à l'instant. Donc, nous avons Frédéric Paré, qui est kinésiologue à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal. Elle travaille à l'Institut depuis 2020. Elle travaille avec la clientèle lésion médulaire. Puis, dans le fond, elle va représenter aujourd'hui un peu le volet là, de la réadaptation qui se passe ici à l'Institut, autant pour les clients plus internes que externes. Nous avons également Catherine Vallée, qui est physiothérapeute au CMR, donc au Centre Montérégion de réadaptation, point de service Châteauguay depuis 2008. Puis Valérie travaille autant auprès de la clientèle lésion médulaire qu'amputée, puis elle est également présidente de l'AQIPA. Donc, on va avoir aussi, on voulait un peu des gens des régions, un petit peu pour faire le tour et non juste se concentrer sur Montréal. Donc, Catherine est là parmi nous. Merci beaucoup. Nous avons également Daniel Badra. Daniel, regarde-nous. Nous avons également Daniel Badra, qui est physiothérapeute et directeur de la clinique de Fondation Neuroefficacité. Donc, Daniel, aujourd'hui, il va représenter un peu le volet privé de la réadaptation. Nous avons également la chance d'avoir deux partenaires, usagers partenaires qui sont avec nous sur le panel. Donc, nous avons Yann Larosa, qui est tétraplégique C6 AISA depuis 2022, donc plus récent. Et nous avons un partenaire, Louis-Éric Maillet également, qui est là, tétraplégique C7 AISB, qui a sa lésion depuis un peu plus de 10 ans, là, si je ne me trompe pas, au niveau d'Éric. Donc, comment ça va fonctionner aujourd'hui? Il va y avoir 4 questions là, au total, puis c'est vraiment un échange qu'on veut discuter. C'est quoi ça, la thérapie basée sur l'activité? Puis comment concrètement, avec les partenaires qui sont là, les usagers qui nous écoutent, qui ont une lésion médulaire,
comment ça peut s'intégrer dans le quotidien puis dans la communauté. Donc, la première question que j'ai, elle est vraiment pour nos deux usagers ici présents. J'aimerais savoir, vous qui avez passé à travers le processus de la réadaptation, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, la thérapie basée sur l'activité? C'est quelque chose que vous avez entendu parler pendant votre parcours? C'est un principe que vous avez mis en pratique, que vous connaissez? Donc, quel est votre vécu par rapport à tout ça? La première personne à qui je lance la question, ça serait Yann. Oh, votre micro, Yann. Ouais, tranquillement. Et voilà, j'ai réussi. Grâce à la Active Base Therapy, j'ai réussi à à mettre mon micro. Non, effectivement, je ne connaissais pas nécessairement le terme Activity Based Therapy avant mon accident, mais le sport a toujours fait partie de ma vie. Et donc, ça a quand même été déjà une thérapie avant mon accident. Et pendant mon temps à l'IRGLM, j'ai fait des recherches pour justement trouver un centre qui allait m'emmener à maximiser le peu de muscles qui me restait. Je considère que le corps est fait pour bouger et donc j'avais l'intention de continuer à bouger malgré mon handicap. Et il s'avère que j'ai fait la trouvaille d'un centre à Sherbrooke qui s'appelle le FSWC, qui est un centre qui, en fait, les fondateurs de ce centre-là sont à Calgary. Et c'est un centre qui s'est ouvert juste pendant que moi, j'étais encore en réadaptation. Donc, pendant plus d'un an et demi, je suis allé à fréquence de une journée par semaine parce qu'il y a quand même le déplacement, euh, faire des exercices, des activités dans ce centre qui est donc spécialisé dans ce genre d'approche. Et j'avoue que c'est extraordinaire parce que j'ai fait des choses que j'aurais pas imaginé pouvoir faire, comme me mettre à quatre pattes, ramper, me mettre à genoux, me mettre debout. Et donc ça, c'est quelque chose qui a emmené ma réadaptation à un autre niveau. Puis j'ai intégré aussi au quotidien l'activité physique comme encore une continuité de ma thérapie. J'ai une station debout à la maison, j'ai une gym dans mon sous-sol et ça va faire partie de ma vie pour le reste de mes jours, je crois. Excellent. Donc, tu as vu, Yann, est-ce que tu dirais que tu as vu autant ce que Dr. Lemay présentait, autant les bienfaits physiques que les bienfaits psychologiques de cette thérapie-là? Absolument. Je suis capable maintenant de faire du vélo seul. Donc, je peux attacher mon vélo à mon fauteuil et partir faire 50 km. Je crois que j'ai fait plus de 2000 km cet été. Donc, sur le plan psychologique, c'est sûr que c'est extraordinaire puisque avant mon accident, je faisais des Ironman longue distance. Donc, être capable de continuer à retrouver ce feeling d'être à l'extérieur, puis de gagner en autonomie. Puis je pense que j'ai pas encore atteint le maximum. Je pense qu'il y a encore de la marge pour aller chercher le 100% de ce qui me reste. Ah, Donc, super intéressant, Yann. Merci beaucoup. de rien. Louis-Éric, je sais que là, toi, ça fait plus longtemps que tu as ta lésion médulaire, donc peut-être que le sujet de la thérapie basée sur l'activité, c'était moins connu dans ce temps-là. Toi, c'est quelque chose que tu as déjà entendu parler? C'est quelque chose que tu as pu eu la chance d'appliquer ou de connaître? En fait, moi, c'est ça, j'ai eu ma réhabilitation là, à l'Institut l'IRGLM en 2014-2015, puis j'avais jamais été en contact ou exposé là, à l'ABT. Un peu comme Jean-François l'a dit dans sa présentation, là, on le fait sans le savoir. Là. J'ai toujours été très actif comme Yann. Là. Le sport a toujours pris une place importante pour moi. Là. Depuis que j'ai des enfants, je me mets à quatre pattes, je fais le cheval stationnaire, le serpent, je me promène beaucoup, donc je suis assez dans des positions qui sont hors normes. Mais j'ai eu la première expérience là, officielle d'ABT avec Andréal la semaine passée. Je suis allé faire un tour là, à l'Institut de réhabilitation. J'ai même eu la chance là, de faire un test sur le Easy Glider. Puis j'ai vraiment aimé, là, j'ai adoré l'expérience. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le mouvement des jambes. Surtout, je me pensais en réhabilitation, quand que en réhabilitation, le mouvement, il se fait rare et difficile, là, étant donné que tu réapprends tout. Donc, le fait d'être dans une position verticale, puis de faire un exercice avec les bras, en plus de voir mes jambes bouger, là, c'était une expérience là, une expérience là, agréable là, que j'aurais définitivement voulu
vivre ou recommencer là, en réhabilitation. Et je vais aussi probablement là, me remettre dans cette expérience-là, car j'ai vraiment aimé le petit moment. Là. Mais non, j'avais jamais entendu parler avant là, de. Puis je suis content. J'avais lu, mais un peu rapidement, là, la présentation là, de Jean-François, mais les bienfaits, c'est un motivateur qui est puissant là, Mhm. pour faire de l'exercice. Là. Tout à Juste fait. l'exercice, pour moi, j'aime ça, mais à savoir que ça a un effet bénéfique, là, pas juste là, psychologique, là, mais physique. C'est combiner l'utile à l'agréable, là, donc le meilleur des mondes. Ah, ben, merci beaucoup, Louis-Éric, pour ton partage. Ma deuxième question va plus s'adresser aux thérapeutes là, qui sont sur le panel. Donc, j'ai un peu une question à savoir parce que, comme disait Jean-François, c'est encore une notion, puis même à travers les thérapeutes, là, qui n'est pas encore tout à fait connue de tous les gens qui travaillent avec une clientèle lésion médulaire. Donc, trouvez-vous de votre côté à travers les différents centres qu'on prépare assez les usagers à savoir ben, c'est quoi la thérapie basée sur l'activité? Est-ce qu'on les outille à être capable de poursuivre dans le temps suite à la réadaptation? Parce que des fois, en réadaptation, de plus l'équipement, c'est plus facile d'application. Mais une fois qu'ils sortent des murs des centres de réadaptation, trouvez-vous qu'on les prépare assez pour cette transition-là vers la communauté? Donc, je céderais premièrement là, la parole à Frédéric Paré. Oui, bonjour. Je représente aussi un peu les physiothérapeutes et les kinésiologues là, de la RFI et RAIS. Je dois dire, tu sais, je suis quand même, c'est ça, je suis ici depuis 2020, puis j'en entends parler de plus en plus. Je pense que dans la dernière année, j'ai eu un peu plus de formation sur les principes ABT. Pour dire qu'est-ce qu'on les prépare les usagers assez, j'ai goût de dire non, mais je pense qu'on introduit vraiment l'approche et les principes de plus en plus. Je trouve qu'à travers notre langage thérapeutique utilisé aussi, là, déjà, on commence à en parler plus, on l'entend et on le met à l'utile, à l'utilisation, mais comme pour la gestion de la spasticité, l'utilisation de la station debout. Puis il y a de plus en plus de thérapies qui sont faites au sol, quelque chose qu'on faisait pas tant que ça, honnêtement. Donc, c'est beau à voir là, autant en RFI qu'en RAIS. Puis je trouve que c'est vraiment important qu'on le mentionne dès le début parce que il y a des gens aussi qui vont pas passer par la RAIS ou qui vont aller en région. Puis c'est pour ça aussi qu'on aime ça parler avec les partenaires en région pour dire ben voici qu'est-ce qui existe puis voici qu'est-ce qu'on aimerait comme bonifier dans le temps. Puis tu sais un peu comme Jean-François disait, même si notre approche puis l'intégration de ABT est pas parfaite, juste on a vraiment un rôle à jouer quand même au niveau de l'enseignement puis de l'application quand même dans la mesure du possible. T'sais. On va parler un peu plus des défis plus tard, mais je crois que c'est important de l'essayer. Même si c'est pas parfait, on a quand même, je pense qu'on peut bénéficier de beaucoup de choses. Donc, ça s'en vient. Je pense qu'il y a un bel avenir au niveau de ça, par contre. Ah, bien intéressant. Bien, justement, je relancerai peut-être là, Catherine Vallée sur le sujet. Donc, là, ici, c'est sûr qu'à l'Institut, on est dans un centre super spécialisé sur la lésion médulaire. On en reçoit beaucoup. C'est quoi ton opinion par rapport à tout ça, là, pour quelqu'un qui est un peu plus en région? Vous n'êtes pas trop éloigné quand même à Châteauguay, mais Un gros 20 minutes de Montréal. J'avoue que je suis très loin de Montréal. Mais je pense que le défi en région, c'est que souvent, il y a la densité de population permet pas les achats d'équipements surspécialisés, justement. Là. Fait que, tu sais, quand on a une vision de l'EBT qui est vraiment plus technologique, à ce moment-là, on se retrouve que oui, en région, on peut se dire ah non, on fait rien. Par contre, c'est pas vrai qu'on fait rien. Moi, mes patients, régulièrement, s'ils sont ouverts, je les amène en piscine, on va travailler à marcher avec gravité diminuer grâce à l'eau. Puis ça, c'est une modalité qui est ABT, qui est très appliquée à la tâche, où est-ce que je fais un nombre de répétitions intéressant. Tu sais. Il y a des modalités qui peuvent très bien être intégrées. Par contre, là où, encore là, une fois, quand on tombe en centre externe, on peut moins faire, on peut moins accompagner le patient, c'est dans l'intensité puis la répétition. Puis je pense qu'un des enjeux, puis Daniel sera d'accord avec moi, là, qu'on a, c'est qu'on hésite à référer vers le privé parce qu'on se dit, mon Dieu, il y a des coûts associés à ça. Les gens, souvent, quand ils sont rendus plus en deuxième ligne, ils veulent réintégrer leur travail ou ils veulent réintégrer, ils ont des responsabilités, des rôles familiaux qui font qu'on n'a pas 25 heures semaine à mettre. Ben, on peut, mais c'est pas tout le monde qui a 25 heures semaine. Fait que là, nous, les intervenants, on dit, ah, tu sais, est-ce qu'ils vont. Mais
on devrait tout à fait juste donner l'option puis faire confiance aux usagers d'être capables de faire leur choix de bicelle. Fait que l'information doit être partagée sur ce qui est disponible, puis les modalités de traitement qui peuvent vouloir continuer, poursuivre une fois qu'ils ont leur suivi terminé avec nous ou même des fois en complément avec le nôtre. Super. Donc, Daniel, justement, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Un peu que la clientèle que tu vois au privé, comment elles arrivent en communauté? Est-ce qu'ils connaissent la théorie basée sur l'activité? Oui, bonjour. Donc, nous, typiquement, privé, on voit peut-être grosso modo deux différents types de clientèle. Il y en a qui viennent directement de RFI, des services internes de l'IRGLM. Puis eux, ils viennent nous voir avec un objectif de récupération. Donc, on va juste reprendre la base du beau travail qu'ils font à l'IRGLM. On travaille en récupération. Le thème EBT est plus implicite dans ce cas-là. Sans le mentionner EBT, on fait quand même stimuler sous niveau lésionnel. L'autre catégorie de clients qu'on voit, c'est plus les cas chroniques. Ça fait plus longtemps qu'ils ont leur lésion médulaire. Eux, leurs objectifs, c'est gestion de douleur, par exemple, ou ils veulent revoir des transferts. Ils remarquent qu'ils ont perdu des acquis récemment, donc ils veulent avoir un boost d'activité cardiovasculaire. Donc, c'est avec cette clientèle-là que ça devient intéressant d'introduire le EBT. Puis, comme Catherine a mentionné, c'est vrai qu'il y a des gens qui associent le privé comme avoir plus de coûts, mais il y a quand même, Jean-François avait parlé dans son présentation, il n'y a pas besoin de haute technologie pour faire du EBT. Il y a quand même des moyens de l'appliquer à domicile, à maison. On va en parler tantôt, pas pour voler un peu la flamme, mais on va en parler tantôt de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'intégrer à domicile. Mais il y a quand même des moyens, beaucoup d'éducation à faire pour faire du EBT à domicile. Donc, c'est un peu ça qu'on veut travailler. Donc non, ce n'est pas encore connu dans la population, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, puis l'avenir est quand même positif. Excellent. Donc, justement, ma prochaine question va être un peu pour tout le monde. Donc, dans le fond, c'est quoi, justement, là, on a commencé à parler un peu de ça. C'est quoi les défis? Qu'est-ce qui fait que c'est peut-être complexe d'intégrer la thérapie basée sur l'activité? Y a-t-il des défis pour implanter ce principe-là? Ou à l'inverse, y a-t-il aussi des facilitateurs que vous voyez qui ont fait que justement, ça a été plus facile dans votre milieu d'être capable de le mettre en place? Donc, ben, Daniel, tu voudrais-tu encore replonger sur le sujet? Oui, en termes de défis, comme centre privé, c'est l'acquisition des technologies. C'est assez dispendieux dans le domaine. Au Canada, je trouve aussi qu'on est un peu en arrière à cause des barrières au niveau de Santé Canada, au niveau des assurances, d'avoir des bonnes technologies qui sont offertes ailleurs. Le coût des traitements pour les usagers, la communauté. Comme on vient d'un voyage en Allemagne, il y avait une conférence là-bas, puis en Allemagne, par exemple, eux, les compagnies d'assurance, le gouvernement, ils achètent tous ces équipements-là pour la population de la communauté. On est un peu en arrière ici de ce côté-là. Donc, ça, c'est une barrière. Catherine l'a un peu mentionné au niveau de respecter le niveau de répétition nécessaire pour les BT, l'intensité. Donc, c'est quelque chose qui est c'est un obstacle pour des personnes. Il y en a des gens qui ne sont pas là trop, ils sont de retour au travail, retour aux études. Il y a un peu aussi comme centre privé, c'est d'adresser la méfiance au niveau des centres de réadaptation par rapport aux cliniques privées, de s'assurer qu'il n'y a pas d'abus. Donc, on a un rôle de ce côté-là de faire l'éducation et aussi d'être transparent par rapport à ce côté-là. Très bon point, Daniel. Très bon point que tu viens de souligner, ce partenariat entre le privé et le public, parce que dans ce type de thérapie-là, vu que c'est sur du long terme aussi, comme tu dis, l'intensité, les équipements, on n'a pas le choix, là. Il n'y a pas le choix d'avoir un partenariat entre le public et le privé là, pour être capable de répondre. Oui, on n'a pas le choix. C'est Dominique l'avait mentionné un peu. Il était debout, puis ça n'a pas pris grand-chose pour qu'il soit debout. Il y a différentes affaires qu'on peut faire. Yann a mentionné qu'il a acheté une station debout chez lui à la maison. Donc, on va en parler après par rapport aux solutions qu'on peut voir, mais en tout cas, je trouve ça très intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que Catherine, tu voudrais rajouter quelque chose sur les défis ou les facilitateurs? Mais il faut penser qu'au niveau des centres de réadaptation externe, on a un cadre d'intervention qui est quand même défini où est-ce qu'on a
des ressources en quantité limitée, que ce soit en nombre d'intervenants, en quantité de thérapie qu'on peut donner par semaine, ou même dans la durée qu'on peut faire là, au niveau du suivi, même si la personne est très motivée, même si elle voudrait des fois, malgré le fait qu'on fait encore des gains, nous, on doit cesser parce que des fois, ça apporte plus tant au niveau de changements fonctionnels significatifs. Tu sais, on parle beaucoup de ça à l'externe. Fait que c'est pas parce qu'il n'y a pas un bénéfice qui est perçu ou qui est encore vraiment qui existe. Fait que travailler là-dedans, c'est sûr que ça peut être une limitation, là, ça peut être quelque chose qui vient c'est ça, qui vient diminuer le temps ou par rapport aux espoirs là, de nos usagers pour pouvoir faire du ABT autant qu'ils en feraient. Excellent. Frédéric, toi, de ton côté, as-tu vu des facilitateurs, des défis dans l'application de cette nouvelle pratique? Certainement. Puis, Catherine a dit un petit peu au niveau de la thérapie fonctionnelle ou de penser que on a un focus sur retour à domicile, comment que je vais faire, comment je vais m'organiser. Fait que c'est sûr que consacrer une thérapie vraiment sur du ABT à 100% pour dire, OK, on travaille sur la lésion puis on focus juste là-dessus, mais en même temps, il faut que tu travailles sur tes retournements, il faut que tu travailles sur plein de choses qui vont quand même t'aider à ton retour à domicile. C'est dur de jumeler les deux. On essaye fort, puis je pense que de plus en plus, on est capable. Mais encore là, nos séances sont pas nécessairement plus longues, on n'a pas nécessairement plus de ressources non plus. Mais encore là, avec l'arrivée des formations puis des thérapeutes qui sont intéressés, je pense que c'est possible. Un autre facilitateur, quand même, on a des agents payeurs qui commencent à aider avec l'achat d'une station debout, par exemple. Donc, si ça peut continuer, puis on peut mettre quand même du poids là-dessus, puis vraiment encourager les agents payeurs à aider les gens à procurer certaines affaires. Je pense que ça peut être une bonne ajout. Oui, excellent. Puis au niveau de nos usagers partenaires, est-ce que Louis-Éric ou Yann, peut-être Louis-Éric en premier, là, pour pas qu'il y ait cacophonie, est-ce que toi, justement, qui connaissais moins un peu là, cette thérapie-là, puis en ayant eu cet avant-goût-là avec Andrea là, dans la dernière semaine, est-ce que tu vois des obstacles ou des facilitateurs là, pour l'application future? Ouais, ben en fait, le plus gros défi que je vois assez vite, c'est la gestion du temps. Parce que quadraplégique, là, la gestion des soins, le travail, la famille, les activités sportives, trouver 1 heure et demie par jour pour faire un exercice, s'il faut se déplacer en plus, ça nécessite une grosse gestion de temps. Fait que c'est sûr que pour moi, là, des facilitateurs, ce serait la proximité de la clinique. Ça aiderait beaucoup. Puis, dans le meilleur des mondes, là, on peut rêver, c'est d'avoir l'équipement à la maison. L'équipement à la maison ou un professionnel qui vient faire une visite là, pour t'installer correctement au début pour éviter les blessures aussi. Là. Parce que dans des positions plus, pas extrêmes, là, mais plus non orthodoxes, là, tu peux t'exposer à des chutes. Là. Donc, je te dirais ouais, que les facilitateurs, ça serait là, la proximité des cliniques. Je sais que ça commence, je ne sais pas son où. Puis l'accès à l'équipement. Là, moi, un peu comme on a dit au début, je voyais l'ABT comme beaucoup d'équipements technologiques dispendieux, pas accessibles, là, mais le fait de savoir qu'on peut le faire à la maison, comme l'essai que j'ai fait là, avec un équipement relativement accessible, ça rend là, l'expérience beaucoup plus accessible. Excellent, excellent. Puis Yann, justement, toi qui as de l'équipement à la maison, est-ce que tu trouves quand même facile ou quand même aisé de t'installer seul sur les équipements, d'avoir le temps pour faire tout ça? Ben, il y a effectivement une learning curve, c'est pas facile. Puis c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis allé au FSWC pendant plus d'1 an et demi. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, la gestion du temps, le transport, la fatigue qui s'accumule, j'ai plutôt opté pour commencer à m'installer chez moi. Puis récemment, j'ai eu la chance de rencontrer un jeune homme qui a fait une double maîtrise en France et qui a entraîné l'équipe nationale de rugby. Et là, je me suis dit, tiens, c'est la chance d'une vie, là. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui va venir m'entraîner à la maison. Et j'avoue que même si j'ai un gros bagage de sport, je me suis entraîné, il y a quand même des spécificités, des mouvements, des gestes à s'approprier, vu que là, il y a une limitation du corps. Et être entouré de quelqu'un qui est capable de dire, bon, ben, tire comme ça, tiens-toi comme ça, non, ça marche pas, on va aller vraiment maximiser tel ou tel muscle.
ça n'a pas de prix. Et c'est vrai que j'aimerais que tout le monde ait accès à ce genre d'opportunités-là. Et en ce qui concerne l'équipement à la maison, ça ne prend pas grand-chose. Des élastiques, des simples élastiques peuvent permettre de commencer à faire beaucoup d'exercices qui sont dans l'axe des activité-based therapy. Moi, je vais un peu plus loin que les élastiques. J'ai toutes sortes d'équipements à la maison, mais c'est parce que je suis un fou du sport. Donc, je me suis acheté une machine de musculation. Je vais faire du vélo stationnaire à l'intérieur. J'ai l'intention de patenter quelque chose avec mon ancien machine, rowing machine que j'avais. On va peut-être l'adapter à ma nouvelle condition. Donc, j'ai pas de mérite, c'est ma passion, le sport. Donc, je vais mettre en place toutes les choses possibles pour continuer à bouger, hein. Mais j'entends aussi, des fois, il faut de la créativité pour comment on va l'appliquer à la maison. Des fois, une bonne touche de créativité puis de motivation, ça va aider. Absolument. Donc, j'ai une dernière question, encore une fois pour tous. Ça va un peu conclure notre partie. Puis après ça, on pourra céder la parole aux gens qui nous écoutent. Donc, je vous propose un petit tour de table pour regarder si je vous demanderais, ça serait quoi le prochain pas? Ça serait quoi, selon vous, la prochaine étape afin que la thérapie basée sur l'activité-based therapy, soit plus accessible un peu pour tous, toute la clientèle lésée médulaire? Donc, vraiment, là, très court, moins d'une minute chacun, là, quel serait le prochain pas à faire? Je me lance comme ça. Frédéric. Oui, OK, mais moi je vais aller un peu plus volet partenariat. Surtout, tu sais, on a entendu parler que dans la communauté, il y a déjà eu comme un FES BY qui a été ajouté, mettons, par exemple, dans un YMCA. Mais j'aimerais vraiment ça qu'au Québec, on ait de plus en plus d'options dans la communauté. Puis, tu sais, je pense avec l'aide de Mémo Québec et d'autres agents payeurs aussi, ou d'autres gens qu'on pourrait essayer de vraiment bonifier nos partenariats. Puis, comme ça, tu sais, de montrer que c'est important puis que les gens peuvent aller s'entraîner, tu sais, ils peuvent faire un peu leur entraînement aussi régulier et ajouter certaines technologies, certaines affaires plus style ABT, sans devoir se payer ça à la maison. Super, merci Frédéric. Catherine, toi de ton côté, ça serait quoi le prochain pas que tu vois? Moi, j'inviterais en fait toute la communauté, là, que ce soit les usagers ou les intervenants, à joindre les communautés de pratique de l'EBT, entre autres là, celle de Practice, qui se donne en anglais aux 3 mois, mais qui est très intéressante, puis ils ont des besoins là, de participation de tous. Fait que ça, c'est facile, on clique, on s'inscrit. Excellent, merci Catherine. Puis Jean-François parlait aussi du du podcast, donc du balado qu'on peut écouter, qui est en anglais bien sûr, mais qui peut nous permettre aussi de se tenir au courant de cette modalité-là. Daniel, je te cède la parole. Merci. Donc, ça va un peu dans la même idée que Frédéric et Catherine. Donc, c'est vraiment la collaboration. De mon côté, c'est plus au niveau de souder plus les collaborations entre le privé et le public. Je pense que ça peut vraiment bénéficier à la population, de la communauté. D'augmenter, d'améliorer l'accessibilité dans les salles d'entraînement, comme Frédéric parlait, diminuer les barrières d'accessibilité dans les salles d'entraînement. Peut-être qu'ils peuvent avoir des vélos stationnaires ou même nous, on pensait ici à un projet de location d'équipements à domicile pour les gens. Donc, j'encourage aussi tous les centres privés au Québec de penser à ce genre d'initiative pour diminuer les coûts d'accessibilité pour appliquer l'habilité, même à domicile dans les régions éloignées aussi. Et collaboration. Ouais. Très bon point, Daniel, merci. Yann, à ton tour, ça serait quoi le prochain pas là, pour que ça soit plus accessible pour tous, l'activité-based therapy? Je t'invite à ouvrir, oui. Décidément, j'avais mon problème avec mon micro. Déjà, moi, j'invite les gens à peut-être prendre contact avec le centre où je suis allé, le FSWC à Sherbrooke. C'est certainement loin pour certaines personnes, mais au niveau coût, c'est quand même assez abordable. C'est 40 pièces de l'heure, donc c'est quand même pas non plus extrêmement dispendieux. Puis j'invite aussi les gens à faire des recherches sur Internet parce qu'il y a quand même certains, comment dire, influenceurs ou certaines personnes qui sont dans la même condition que nous et qui ont mis en place des sites Internet qui montrent certains exercices de physique avec des élastiques, des choses qui ne demandent pas beaucoup d'investissement. Puis prendre son fauteuil roulant et aller sortir dehors aussi, ça commence par ça des fois.
Très bon point, Yann. Merci beaucoup. Et finalement, le dernier et non le moindre, Louis-Éric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ça serait quoi le prochain pas pour que ça soit plus accessible pour tous? Ouais, ben en fait, moi, je pars vraiment de loin, là, vu que j'ai pas été en contact, là. Ma prochaine étape pour moi, ce serait de mieux comprendre les bienfaits. On en a parlé rapidement, là, de mieux comprendre les bienfaits sur le corps humain, là. C'est quoi l'impact sur la densité osseuse, la circulation, l'aide à la digestion, le tonus, parce que c'est beaucoup de temps à investir. Puis on dit que ça améliore, mais améliorer à quel point? Est-ce que c'est une nécessité ou un bienfait? Ou dans le fond, de vraiment mieux comprendre là, le gain que je peux avoir en pratiquant cet exercice-là, vu que ça implique quand même. Je le fais naturellement un peu comme Yann, je suis un amoureux du sport, là, de bouger, mais si je vois que ça implique ça a une nécessité importante pour moi, ben là, je suis prêt à mettre encore plus de temps et d'énergie là, dans le futur. Ah, mais j'adore ton point de vue. Dans le fond, cette table ronde était un pas vers l'avant pour justement éduquer les gens sur la thérapie basée sur l'activité, puis commencer à comprendre un peu plus les bienfaits et ainsi de suite. Donc, Ouais. merci beaucoup, puis merci à tous nos partenaires qui se sont prêtés au jeu aujourd'hui. Là, c'était vraiment très intéressant d'avoir différents points de vue. Donc, on voulait vraiment avoir autant le point de vue des usagers que des thérapeutes de différents milieux, autant publics que privés. Donc, je pense que c'était vraiment une belle discussion. Donc, on ouvre après ça la place aux questions qui sont survenues pendant ou maintenant, là, suite à cette belle discussion.